On va y aller. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Comment vous sentez le dernier jour de cette 37e édition d'Entrevue de Belfort? Un peu fatigué, mais je pense galvanisé quand même par cette semaine d'énormément de rencontres, parce que déjà, petite spécificité, il y avait deux fabricats, deux invités d'honneur cette année, et donc énormément de personnes à la collaboration, 3 invités d'honneur, pardon. Donc voilà, c'était énormément de rencontres, d'échanges avec le public. Je pense qu'on est quand même extrêmement heureux de voir l'aboutissement de presque 8 mois de travail. Et est-ce qu'il y a des retours, j'imagine, de la part de spectatrices et spectateurs sur la Fabrica, mais aussi sur Désobéissance, sur le cinéma américain des années 80, enfin sur toute cette programmation? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? On a eu de beaux retours en effet du public, beaucoup de public aussi jeunes, lycéens, qui viennent suivre notamment une programmation qui leur est dédiée, qui est construite autour du film, qui est proposée au baccalauréat, qui est nouvellement entrée au baccalauréat, qui est cette année les Vitelloni. Et c'est vrai que la désobéissance, quand on est adolescent et fin d'adolescence, je pense que ça parle peut-être beaucoup. Et finalement, cette désobéissance est le fil conducteur de toute notre programmation, à travers Elise Borden, d'une certaine manière aussi Emmanuel Kyo, et puis bien sûr Rabah Merzaimesh. Il y a un truc qui est assez incroyable, c'est moi je suis là que depuis 2 jours, et donc j'ai vu quelques films, donc avant chaque film il y a la bande-annonce, et il y a une interactivité extraordinaire entre le public et cette bande-annonce, et je trouve ça assez incroyable parce que ça a une connexion avec, il y a certains films, on va dire, mainstream qui sortent depuis quelques temps, et très souvent, parce que le confinement, parce que le Covid, il y a un public généralement qui vit, on va dire ça comme ça, le film, et qui parfois mettent sans dessus-dessous les salles de cinéma. Et je ne dis pas que c'est la même chose ici à Belfort, mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il y a une interactivité, un dialogue avec juste une bande-annonce. Et je trouve que ça donne aussi le ton de ce festival, j'imagine. Oui, déjà je tiens à remercier Théo Hoche qui réalise depuis maintenant, je crois, 4 ans les bandes annonces pour le festival, et qui sont toujours un succès. Mais c'est vrai que cette année, particulièrement avec toutes les interactions, c'est vrai que c'est extrêmement émouvant de voir le public réagir aussi fortement et avec autant de plaisir et un peu de désobéissance aussi à cette bande annonce. Oui, tout à fait. En plus, ce qui est assez drôle, c'est que c'est quand même une bande-annonce qui synthétise un peu toute la programmation, mais qui du coup met en avant des images sans qu'on puisse les identifier. C'est vrai que c'est assez drôle parce qu'après, principalement d'ailleurs, le public lycéen les retrouve d'une séance à l'autre, identifie les films, font des ponts. Donc en effet, non seulement il y a une interactivité, mais en plus c'est presque une manière pour le public de faire sa programmation et de regrouper ensuite tous les films vus dans la journée. Donc ouais, c'est stimulant. Alors ce qui est incroyable, c'est que lorsqu'on regarde le programme et le bouquin, enfin tout ce qu'il y a, l'équipe technique, les collaborateurs, Tris, tout ça, j'ai cette impression que ce qui constitue, on va dire, le pôle de la programmation, c'est quelque chose qui est assez original. Il n'y a pas, comme on voit souvent, un directeur ou une directrice artistique, puis un comité de sélection. Non, vraiment, j'ai l'impression que vous avez repensé cela au niveau de la programmation. Et je trouve que c'est assez intéressant. Est-ce que ça fait partie peut-être de choses que vous aviez envie d'expérimenter pour cette 37e édition? Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une année assez particulière parce qu'après le départ d'Elsa Charby, on a eu aussi, à la fois au départ pour des contraintes de temps, on a voulu aussi peut-être repenser la façon dont on travaille sans non plus repenser les choses de manière anarchique. Donc on est quand même divisé par pôle, c'est-à-dire un pôle compétition et un pôle hors compétition où il y a évidemment énormément de perméabilité, beaucoup de ponts, et l'idée c'est de pouvoir discuter de contenu ensemble on est, je crois, 12 programmateurs et programmatrices maintenant, qui font partie de cette direction artistique collégiale, mais on est quand même répartis un peu par pôle, parce qu'il faut quand même pouvoir organiser les choses. Et c'est vrai que cette année, on va prendre quand même du temps après le festival pour réfléchir à la façon dont on a travaillé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a été finalement très fluide entre nous, très évident, et on se rend compte même pendant le festival, on a pu se répartir aisément un peu tout. Donc en fait c'est pour dire qu'il n'y a pas un changement si profond, l'idée c'est
dans la façon dont nous travaillons jusqu'ici, mais plutôt de la façon dont est incarné le festival. Ce n'est plus un visage unique, mais maintenant nous sommes 12, mais en fait toute l'équipe a représenté le festival et a incarné ce festival. On travaille vraiment au service d'entrevue. Oui, tout à fait. Puis je pense que quand on parle de collégialité, c'est dans une idée en effet que ça viendrait rendre les choses plus horizontales, plus fluides. Après toi Anna, t'es là depuis un moment, mais on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Et finalement c'est vrai qu'on se rend compte que le travail en fait n'a pas tant changé. C'est-à-dire que même sous ce format collégial, collectif, finalement il reste une porosité, que ce soit avec le comité de sélection, une partie plutôt hors compétition, une partie plus compétition, l'équipe aussi de Belfort. En fait, c'est un dialogue permanent aussi bien sur la communication que des idées de programmation, de propositions de séances. Donc oui, en fait, voilà, tu l'as dit, c'est une multiplicité de visages. Oui, parce que c'est vrai qu'organiser un festival, en fait, c'est toujours une aventure collective. Ça a toujours été ça dans tous les festivals, mais c'est juste que c'est incarné par une personnalité. C'est ça qu'on a voulu peut-être questionner cette année en travaillant, oui, de manière collégiale. Mais c'est comme si c'était une équipe rédactionnelle. Une espèce d'équipe rédactionnelle sans vraiment réellement de rédacteur en chef, un peu comme dans les cahiers au début des années 70, il n'y avait plus de rédacteur en chef, il y avait comme ça une équipe, et donc ça donne une diversité du cinéma, ça donne aussi des paroles, assez parfois peut-être contradictoires, mais ça donne aussi une ligne éditoriale, une couleur. Et ce serait quoi, selon vous, cette couleur cette année à Belfort? J'ai l'impression que on est quand même, enfin j'espère, resté assez fidèle à ce qu'est aussi Entrevue, c'est-à-dire une défense du jeune cinéma contemporain international, peut-être tourné vers l'audace, la liberté, et qu'on retrouve aussi dans nos sections de programmation hors compétition. Je dirais que c'est ça. Est-ce que, je sais pas si Charles, toi t'as des... Si, non, tout à fait. Enfin, oui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est prolongé... ayant été à l'époque aussi dans le public d'Entrevue, quelque chose de très fort sur les nouvelles premières œuvres, un cinéma audacieux, une autre manière aussi de faire du cinéma. Enfin, moi j'ai l'impression qu'on vient ici, autant le public professionnel que non professionnel, pour découvrir peut-être de nouveaux circuits de production, même si on les note pas comme ça quand on n'appartient pas à l'industrie du cinéma, mais une autre manière de faire des films. Et en même temps, rappelons-le, le côté aussi stimulant du festival, et je pense que c'est le cas notamment pour... le jeune d'ailleurs ou moins jeune public, le public scolaire en l'occurrence, c'est ce hors compétition qui est vraiment une espèce de traversée de l'histoire du cinéma sur tous les fronts, quoi. Enfin sur toutes les programmations, que ce soit cinéma, histoire, la transversale. Et d'ailleurs c'est drôle, mais récemment on regardait un peu les archives d'Entrevue avant que le festival soit nommé Entrevue, et Janine Bazin à l'époque programmait un film de la compétition avec un film de patrimoine. Ce qui déjà, je crois, a été une volonté comme ça de faire des passerelles entre des très jeunes cinéastes, des cinéastes émergents, et en même temps de resituer un peu ces films-là dans une continuité, dans une histoire du cinéma. Plaisir aussi à l'époque, et je crois, quand Labarthe a un peu rejoint le festival, de mettre en avant des marges de films passés ou de films présents. Je trouve qu'il y a... ça peut être ça un peu la tonalité du festival, et finalement j'ai l'impression qu'elle a jamais tout à fait changé, ce qui est en fait aucunement un problème, puisque c'est quelque chose qui reste stimulant et qui d'année en année, et même pas forcément je crois de direction en direction, et c'est peut-être aussi ce que va amener ce collectif, c'est une possibilité de se réinventer aussi dans les films montrés chaque année. Il y a un truc certainement basique que je vais vous dire, mais en même temps c'est important de le souligner constamment, c'est de dire toujours que le cinéma c'est une grande carte, il y a plusieurs pays, et je sais qu'à Belfort c'est quelque chose de très important, ça, de montrer cette diversité. Et par le biais par exemple de Transversal, est-ce que pour le coup cette année, donc 2022, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce cinéma-là? Est-ce que souvent j'entends ici et là, on me dit un cinéma populaire qui n'est plus comme il était avant, et finalement parce que ça parle beaucoup plus de cinéma américain, donc on dit souvent que le cinéma américain n'est plus aussi populaire, et on oublie qu'il y a d'autres cinématographies. On est dans un pays où il y a 15-20 films qui sortent par semaine, ça peut être un problème comme aussi ça peut être une qualité, je sais pas. Mais vous, en tout cas en tant que programmateur, avec les films que vous avez reçus, ceux que vous avez sélectionnés pour Transversal, mais même en généralité,
Eh ben, ça dit quoi cette année, les films qui sont projetés à Belfort, les nouveaux films qui sont projetés à Belfort? Est-ce que ça témoigne de quelque chose? Ça promet aussi quelque chose? Vraiment sur la part hors compétition? Entre autres, par exemple, sur hors compétition, ou même en général, hein, même avec les films qui sont sélectionnés, ou alors dans votre hors compétition, ça donne quoi? C'est vrai qu'on a la façon dont en tout cas on a voulu travailler cette transversale qui est donc une traversée de l'histoire du cinéma à travers une thématique, un motif, une figure qui est donc cette année la désobéissance. On a voulu évidemment à la fois représenter différentes périodes de l'histoire du cinéma, que ce soit du cinéma muet jusqu'au cinéma très contemporain, mais aussi représenter une diversité de regards, de géographie, sortir évidemment peut-être d'un cinéma strictement occidental par ailleurs pour aussi offrir au public une variété d'écritures et de formes cinématographiques qui ne sont pas que la France et l'Amérique. Voilà. Oui, pour schématiser. Non mais en plus c'est intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire sur les préconçus aussi qu'on peut avoir à la fois sur le cinéma américain mais peut-être sur des cinématographies qu'on pourrait un peu moins connaître. Par exemple, on a montré cette année La vengeance est à moi de Shohei Imamura. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on aime peut-être dans le cinéma coréen, le cinéma de Bong Joon-ho, était déjà présent chez ces cinéastes qu'on a un peu oubliés. Même un film qu'on n'a pas montré, mais on avait vu un film... un film qu'on projette. J'ai un petit mot. Qui est le Destin de Youssef Chahine. On n'imagine pas forcément, dans le cinéma égyptien, qu'on connaît en fait peut-être assez mal, une espèce de fresque, de film... On pourrait imaginer plutôt hollywoodien en fait, une espèce de grande épopée musicale, visuellement extraordinaire. Donc en fait, même pour nous, dans ce travail de programmation, et j'ai l'impression que pour le public, c'est une manière de se rendre compte que, qu'il y a énormément de mouvements oubliés, de cinématographie oubliée, de films absolument extraordinaires qui sortent un peu de l'imaginaire qu'on peut avoir sur certains pays ou sur certaines mêmes périodes, mais en général de l'histoire du cinéma. Est-ce qu'il faut être encore un peu foufou pour penser qu'il peut se passer des choses dans un festival, qu'on peut encore croire en ce terme-là, en ce que peut la puissance d'un festival aujourd'hui en 2022? Est-ce qu'il faut être un peu extraterrestre? Une question très provocatrice. Pour croire à la puissance d'un festival de cinéma? Surtout actuellement avec ce qui se passe au niveau par rapport aux salles de cinéma, mais même aussi par rapport au cinéma et de ses déclinaisons. Est-ce que ça m'intéresserait de savoir c'est quoi aujourd'hui un festival pour vous en 2022 et pourquoi faire ça? C'est plus que primordial et que nécessaire en fait. C'est vraiment permettre la rencontre directe d'un public avec une œuvre cinématographique en salle, dans des conditions de démonstration quand même particulières et qui le permettent en tout cas, et puis surtout avec des cinéastes, des invités, des cinéastes. Donc là, c'était exceptionnel de pouvoir faire rencontrer donc Lizzie Borden, un public qui voyage extrêmement rarement, pour montrer une trilogie dont son premier long métrage complètement inédit, mais également de faire revenir des cinéastes qui ont été chers au festival et qui ont aussi eu fait leur début, à Belfort, que ce soit Emmanuel Kyo ou l'immense Rabah Mirzaïmesh. Non, tout à fait. Mais en plus, cette question de la place que peuvent avoir les festivals aujourd'hui, de presque l'utilité, j'ai envie de dire entre guillemets, elle est souvent liée à une question politique. On a souvent tendance à dire, se poser la question de qu'est-ce qu'une programmation politique, est-ce qu'on va faire une programmation politique? D'une certaine manière, je pense qu'on l'a fait. La désobéissance est une question éminemment politique et on a des films qui ont énormément compté dans leur courant. Mais en fait, je pense que c'est aussi la manière dont on fait de la programmation qu'il est. Alors c'est ce qu'on a appelé, c'est ce qu'on appelle toujours d'une certaine manière la médiation culturelle. Mais je crois que ce qu'il y a aussi de politique dans la programmation, c'est de rendre les images à ceux auxquels ils appartiennent. Et je veux dire par là autant de restituer les films à leur juste courant, à restituer les cinéastes qui les ont faits, les raisons pour lesquelles ces films ont été faits, de recomprendre en fait quelle utilité le cinéma peut avoir, mais aussi rendre les images à ceux auxquels ils appartiennent. C'est également le public, c'est-à-dire de dire aussi, on appartient aujourd'hui à un certain pays, une certaine industrie, un certain cinéma. Voilà ce qui peut s'y passer, et c'est le cinéma d'Emmanuel Kyo, c'est le cinéma de Rabah Mirzaïmesh. Donc je pense que les festivals de cinéma continuent d'avoir une vraie utilité. Tout dépend en fait de la manière dont on fait de la programmation, dont on fait dialoguer les films entre eux, et d'une manière générale les films avec le public. Il y a des festivals aujourd'hui
ont du mal à exister parce qu'économiquement ça ne va pas, parce qu'il y a des aides qui n'existent plus ou qui existaient, enfin bref. Est-ce que, là c'est peut-être la partie économique, mais ça m'intéresserait, est-ce que économiquement vous arrivez vous arrivez à finaliser, là pour le coup oui, parce que vous avez fait ce festival, mais est-ce qu'il y a quand même, est-ce que c'est plus simple, c'est plus difficile aujourd'hui de monter ce festival, ou est-ce que, ou est-ce que vous n'avez pas forcément traversé une crise économique par rapport à ça? On a eu en fait beaucoup de chance parce qu'on est vraiment soutenu déjà par la mairie de Belfort depuis toujours, par la région, le département, le CNC. Du coup, c'est vrai qu'on a quand même cette chance d'être passé un peu entre les mailles du filet, notamment pendant la période du confinement qui a été extrêmement dévastatrice pour énormément de manifestations culturelles, entre autres, hein, évidemment, entre autres choses. Donc c'est vrai que pour nous, jusqu'ici, nous sommes soutenus par nos financeurs principaux qui sont donc la ville, la mairie de Belfort. Encore une dernière question, très simple, c'est le dernier jour. Est-ce que déjà vous réfléchissez un petit peu à l'année prochaine en termes de programmation? Oui, on en discute. Oui, on a. Oui. Bah, vous savez, on a des listes et des listes et des listes de rêves d'invités. Mais alors là, ça va être le grand jeu à la rentrée de courrier, de se replonger dans des cinématographies, on va devoir en parler un petit peu, on va pas non plus tout dévoiler toutes nos idées pour l'année prochaine. On peut pas tout révéler, mais pour faire un peu de teasing, on a eu quelques promesses de programmation qui peuvent être extrêmement stimulantes. Enfin, de cinéastes notamment, qui ont manifesté une envie. Mais l'idée, c'est de pouvoir à la fois revenir sur l'histoire du festival, donc des cinéastes qui sont passés par la compétition de Belfort, et évidemment de porter aussi un regard vers des cinémas plus invisibles, plus marginalisés et internationaux. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait en tout cas faire revenir plus fortement à Belfort. Voilà, j'ai menti. C'est celle-là ma dernière question, mais c'est de la faute de Charles, parce que tu as dit des cinéastes qui ont envie de revenir. Je trouve ça incroyable que des cinéastes veulent venir, qu'il y a un lien très fort avec ce festival parce qu'ils savent dans quel laboratoire ils se trouvent, et j'ai l'impression que on en parlait hors caméra dehors, c'est un aspect important de Belfort, ça, des cinéastes qui veulent revenir dans ce festival, qui les a vus un peu grandir, on va dire ça comme ça. Non mais tout à fait, et en plus on voit bien quand on reparcourt les archives, les listes de personnes passées par entrevue, ou du moins les films présentés sur une certaine année, et je sais pas, on voit des noms de cinéastes qui aujourd'hui ont quand même une filmographie importante, et on se dit c'est drôle quoi, enfin ils ont été pendant une semaine ensemble, peut-être même ils se sont connus comme ça. Je sais que Franck Beauvais par exemple, qui avait travaillé à Belfort, qui est lui-même cinéaste, est devenu très ami avec Miguel Gomsch parce qu'ils avaient tous les deux un court-métrage en compétition. Enfin, et d'ailleurs on a commencé en se disant dans quel état on se trouvait, et c'est galvanisant aussi parce que là on a rencontré plein de cinéastes, on les a vus passer du temps ensemble, même un cinéaste qui a filmé ses camarades et pense en faire un film, et on se dit mais dans quelques années est-ce qu'on va reparcourir cette liste et se rendre compte que ces gens-là ont collaboré ensemble ensuite, sont devenus amis, que ça peut peut-être même créer un petit mouvement, je sais pas, mais en tout cas ouais, tout à fait. C'est ça la force aussi du festival, c'est de permettre ces rencontres-là. Just my rifle, pony and me.